Ah, le monde des bisounours, les cœurs, le soleil. J'ai longtemps cru que le monde du yoga, c'était ça. Je sais, j'étais un peu naïve. Mais pour ma défense, quand j'ai fait ma formation initiale de prof de yoga, j'ai rencontré des gens qui étaient super, qui étaient authentiques, bienveillants. Quand j'ai commencé le yoga, j'avais tendance à voir mes profs comme des gens qui étaient libres, qui avaient une aura, et là aussi qui étaient pleins de bienveillance et qui étaient vraiment sur un chemin spirituel. Et il y a un moment, mes illusions ont commencé à fondre comme neige au soleil. Le yoga, c'est comme tous les milieux, il y a des gens merveilleux et il y a des gens qui sont beaucoup moins bien intentionnés. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ariane, je suis prof de yoga donc depuis 2012 et depuis à peu près cette date, je propose des cours de yoga sur YouTube que vous pourrez découvrir sur ma chaîne, mais aussi sur mon site internet yogacoaching.fr, puisque Anthony, avec qui je travaille, les a classés de manière thématique. Donc, c'est plus facile de vous y retrouver sur mon site internet. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. Et puis, évidemment, si vous appréciez le contenu que je vous propose, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et ou me soutenir financièrement sur Tipeee. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette vidéo en intégralité dans mon podcast En quête de soi si vous préférez le support podcast sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Et la première affaire dont je voudrais vous parler, c'est celle de Chaudhuri Bikram, que vous connaissez peut-être via le documentaire Netflix qui est paru en 2019 intitulé Bikram, Yogi Guru Prédateur, et qui suit les victimes de Chaudhuri Bikram, qui sont des femmes qui ont vécu, qui ont subi des violences sexuelles et notamment des viols. Alors, étant assez au courant de ce qui se passe dans l'actualité du yoga, moi j'ai suivi l'affaire depuis 2016 quand les victimes ont commencé à porter plainte. Et je dois vous avouer que ça m'a pas étonnée plus que ça, parce que Chaudhuri Bikram, c'est déjà un peu une ovni dans le monde du yoga. C'est quelqu'un qui a franchisé sa pratique, c'est le yoga chaud, yoga qu'on pratique dans une salle très très chaude. Et déjà, je trouvais ça étrange de franchiser une pratique du yoga. Et en plus, c'est quelqu'un qui adore les grosses voitures, les Rolex, etc. Donc, et qui a un profil un peu spécial, faut dire ce qui est, qui avait l'air vraiment un peu de se prendre pour Jésus, voilà, on le voit sur la photo, c'est un petit peu particulier. Et donc, pour moi, c'était un peu... Ça m'a pas étonnée plus que ça, malheureusement. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu le documentaire Netflix, il faut savoir que Chaudhuri Bikram a vraiment il est très connu dans le monde du yoga, il a vraiment une aura très importante, et malgré toutes les plaintes qui ont été déposées contre lui aux États-Unis pour viol, Chaudhuri Bikram a fui les États-Unis, et je crois qu'il a fait un passage au Mexique et ou en Thaïlande, et il continue à enseigner. Et c'est-à-dire qu'il y a des élèves qui continuent d'aller à ses cours à l'étranger. L'affaire qui m'a beaucoup plus chamboulée, c'est les révélations qui ont été faites par Karen Rain, qui était une élève de Pattabhi Jois. Pattabhi Jois, c'est le fondateur de la lignée de l'Ashtanga Vinyasa Yoga. Et c'est la lignée de laquelle je viens. J'ai commencé en fait ma pratique du yoga par l'Ashtanga. Donc c'est une pratique qui pour moi avait vraiment... moi j'ai longtemps pensé que c'était vraiment ça le yoga, et que toutes les autres formes de yoga c'était pas du yoga. Et j'étais vraiment très impliquée dans ma pratique, et c'était vraiment une pratique qui était centrale dans ma vie pendant longtemps. En 2018, Karen Rain a fait des révélations sur ce qui se passait dans les cours de Pattabhi Jois. Donc Pattabhi Jois était décédé en 2009. Ce que raconte Karen Rain, c'est que durant les cours d'Ashtanga, qu'on appelle des Mysore Style, le prof ne montre pas les postures, et en fait il déambule dans les allées pour ajuster les élèves. Et donc c'est Pattabhi Jois qui lui-même a mis en place cette méthode d'enseignement, puisqu'en fait les élèves connaissent par cœur l'enchaînement des postures. Et en fait, quand il venait pour ajuster Karen, il venait frotter ses parties génitales contre les parties génitales de Karen Rain. Donc ils étaient habillés très légèrement, parce que l'Ashtanga c'est une pratique qui est très physique. En plus en Inde il fait chaud, donc on porte pas des doudounes. Et en fait il faisait des mouvements de va-et-vient avec son bassin. Et
preuve à l'appui, elle a décidé de faire paraître des photos de Pattabhi Jois qui l'ajustaient. Et clairement, on peut voir sur ces photos qu'il y a quelque chose qui ne va pas en fait. C'est pas un ajustement normal. Je suis allée fouiller sur internet et j'ai retrouvé des vidéos en fait qui ont été faites pendant les cours de Pattabhi Jois où on le voit clairement avoir des positions sur ses élèves femmes qui sont totalement inappropriées. Et en plus de ça, on se rend bien compte que sur certains ajustements, c'est absolument pas nécessaire de venir coller ses parties génitales contre celles de l'élève. Il n'y a aucune raison à ça, aucun ajustement ne justifie ce type de position. Et en fait, Karen Rain a été vraiment ébranlée par ça, mais sur le coup, elle ne s'est pas rendue compte du côté complètement déplacé de ces ajustements. Et en fait, c'est vraiment petit à petit qu'en fait, elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose de totalement déplacé qui était en fait hyper violent. Et quand elle s'en est rendue compte, ça l'a tellement ébranlée, chamboulée, qu'elle a quitté la communauté de l'Ashtanga, elle a arrêté l'Ashtanga, etc. Ça a été un vrai tsunami intérieur. Et il faut savoir que quand on est dans ces communautés-là, quand on suit une lignée du yoga, on est tellement impliqué, c'est tellement quelque chose d'important dans sa vie que partir, claquer la porte et s'en aller parce qu'en fait, on réalise que le professeur qui est censé nous transmettre, nous guider, nous accompagner sur ce chemin spirituel et en fait nous a trahis, c'est vraiment quelque chose de terrible en fait. Et Karen Rain parle dans une des interviews qu'elle a données sur le sujet d'un abus spirituel. Et je trouve que c'est très juste parce que quand moi j'ai appris ces révélations, quand j'ai vu, parce que j'ai jamais suivi de cours avec Pattabhi Jois, c'était quelqu'un de très célèbre. Hein. Il y avait une photo de lui dans tous les studios d'Ashtanga Vinyasa. Et c'est très compliqué d'aller à ces cours. Enfin, c'est vraiment un professeur qui a une renommée internationale. J'ai tout à fait compris ce qu'elle voulait dire par abus spirituel parce que pas plus tard que hier, je chantais le mantra de l'Ashtanga Vinyasa Yoga que je trouve magnifique et qui m'est resté parce que je l'ai beaucoup chanté, parce que j'ai beaucoup pratiqué l'Ashtanga. Et en fait, j'ai pensé à Pattabhi Jois et à ce qu'il avait fait et en fait, c'était comme s'il venait casser ce magnifique mantra, comme si ce mantra était souillé, en fait, comme si toutes ces années de pratique que j'avais faites, et ça rendait les choses... ça les salissait quelque part, en fait. Ce qui est fou, c'est que moi-même, je n'ai pas été agressée sexuellement par Pattabhi Jois, mais ça a un impact au-delà même des victimes qui ont subi ces agissements. Un peu plus récemment, en 2023, il y a une information judiciaire qui a été lancée en France contre 15 membres de la secte yogique Agama, dont vous avez peut-être entendu parler via le podcast Métachoc. Alors Agama, on est entre la secte et les cours de yoga, et il y avait des pratiques soi-disant tantriques qui visaient à ce que les partenaires, enfin les élèves aient des relations sexuelles entre eux, surtout des profs avec des élèves, etc. Et en fait, quand les gens montraient des résistances ou disaient qu'ils n'avaient pas envie ou que on leur faisait comprendre par tout un endoctrinement que si, en fait, il fallait absolument qu'ils aient des relations sexuelles avec telle ou telle personne, et que si ils n'étaient pas d'accord, c'est parce qu'ils avaient des résistances intérieures. En fait, cette forme d'endoctrinement et ces arguments-là, c'est intéressant d'en parler parce que, à une échelle moindre, ils ont beaucoup lieu dans le monde du développement personnel et plus particulièrement dans le monde du yoga. Parce que moi-même, j'en ai été victime. En fait, alors moi, fort heureusement, j'ai jamais été victime de violences sexuelles par un de mes profs de yoga. Mais j'ai eu un prof de yoga il y a quelques années, quand j'étais en Belgique, à Bruxelles. Je prenais des cours chez un prof qui était assez réputé, un prof d'Ashtanga. Et
ce professeur il m'a vraiment blessée en fait, physiquement, c'est-à-dire que je faisais une chandelle et il m'a fait un ajustement et ma nuque a fait crack en fait. Et depuis ce temps-là, eh bien, j'ai de l'arthrose dans la nuque et j'aurai plus jamais la même mobilité que j'avais avant à cause de cet ajustement. Et il m'est arrivé de nombreuses fois dans des cours de yoga d'être ajustée et que ces ajustements, ils me fassent vraiment souffrir en fait. Mais j'étais dans cet état d'esprit de me dire que, eh bien, le prof il savait mieux que moi, et que si j'avais eu mal ou si j'étais en résistance par rapport à ces ajustements, c'est parce qu'il y avait quelque chose dans mon mental qui bloquait. C'était quelque part, c'était de mon ressort si les choses, si l'ajustement me faisait mal. Et d'ailleurs, Patabi Joyce disait Body is not stiff, mind is stiff. Et j'aimais beaucoup moi cette phrase parce que en fait elle reflète ce lien corps-esprit et je vous la traduis. Il disait c'est pas le corps qui est raide, c'est le mental qui est raide. Mais donc il y a vraiment cette idée très prégnante dans le monde du yoga et du développement personnel que finalement c'est toi qui crées ta réalité. D'ailleurs j'ai une amie qui m'avait dit ça pendant ma formation initiale et j'avais trouvé cette phrase vraiment hyper belle et je m'étais dit mais c'est vrai en fait. Finalement, c'est nous qui choisissons, c'est probablement même notre manière de penser qui crée la réalité dans laquelle nous vivons. Alors qu'en fait, je pense plutôt que cette phrase, on peut plutôt se dire, la comprendre comme étant, en fait, si tu vois les choses positivement, eh bien, ta vie sera peut-être un peu plus sereine, un peu plus joyeuse que si tu vois tout négativement. Ce type de croyance de se dire que c'est quelque part nous qui sommes responsables de ce qui nous arrive dans la vie, je pense que ça peut carrément être dangereux parce que c'est aussi, on retrouve ces justifications-là et ces croyances-là chez les enfants qui ont été victimes de violences de leurs parents ou de leur entourage familial en justifiant en fait le comportement des parents en disant en fait non mais c'est parce que je l'avais bien cherché ou en fait le pauvre ou la pauvre il était tellement il avait beaucoup de travail, oui mais ça lui arrivait que quand il buvait, etc. Bon, ça c'est typiquement une manière en fait de renverser la responsabilité, surtout quand on dit en fait je l'avais bien cherché sur soi. Et c'est très souvent ce qui se passe quand les enfants sont victimes de violences physiques ou sexuelles. Il y a cette croyance qu'en fait c'est parce que quelque chose ne tournait pas rond avec nous ou que on l'avait bien cherché ou que c'est nous qui avons généré ce type de comportement. Or en fait c'est toujours l'agresseur qui est responsable des violences et des actes qu'il ou elle fait subir à l'autre. Ce qui se passe aussi dans le monde du yoga, c'est que, et peut-être que ça a un peu changé, mais il y a une vraie déférence envers le gourou. Le gourou, c'est la traduction du mot gourou en sanskrit, c'est celui qui dissipe les ténèbres, celui qui vient apporter la lumière de la connaissance. Et il y a une tradition très forte et très importante dans la tradition du yoga de transmission de maître à élève. Et donc il y a vraiment une déférence très importante envers les enseignants du yoga. Et comme beaucoup d'autres gens, et comme je vous l'ai expliqué, moi j'ai aussi vraiment eu cette idée que mes professeurs avaient compris quelque chose que moi je n'avais pas compris. Ils étaient plus avancés sur leur chemin spirituel et donc quelque part, si quelque chose ne tournait pas rond, c'est que moi-même, j'avais pas bien compris quelque chose, en fait. Et donc, dans ce sens, il y a la croyance, est-ce qu'il n'y a pas une leçon pour moi, en fait, dans ce qui est en train de se passer ? Et Gregor Mail, qui est aussi un professeur d'Ashtanga assez connu et qui a pratiqué avec Karen Rain, a écrit sur son blog quelque chose de très intéressant parce qu'il pratiquait dans les mêmes cours que Karen Rain, une des nombreuses victimes de Patabi Joyce. Et il dit qu'il n'a pas vu directement sur Karen Rain, mais il a vu que Patabi Joyce faisait ça à d'autres élèves femmes. Il est allé leur parler à ses élèves en disant « mais c'est pas un peu bizarre les ajustements qu'il te fait ?» Et les élèves disaient « non, pas du tout.
non, mais en fait, il n'y a aucun souci. Donc déjà, il faut bien voir la forme de déni, en fait, de refoulement, qui est aussi dû à une forme au fait qu'on soit en groupe et que du coup, voilà, on s'entretient dans le fait que le gourou, il est dans cette posture dominante et de savoir et de compréhension. Et Gregor Mail dit, du coup, comme elle m'avait dit ça, je me suis dit, non, mais en fait, c'est moi qui dois avoir un souci de compréhension par rapport à ce qui se passe, et peut-être que j'ai un blocage intérieur par rapport à ça, par rapport à ma relation à mon corps. Voilà, c'est peut-être que j'ai encore quelque chose à travailler, quoi. Et ça, c'est vraiment typique. Il y a très souvent dans le monde du développement personnel et du yoga, on retrouve ces croyances-là que s'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans notre vie, c'est parce que il y a quelque chose qu'on a mal fait, qu'on n'a pas compris et qui reste à travailler. Mais vous voyez à quel point ça peut être dangereux, en fait, ces formes de croyances, parce que ça déresponsabilise complètement l'agresseur. En 2019, je tombe sur cette vidéo que je vais vous décrire pour les personnes qui nous suivent en podcast. Juste pour vous resituer le contexte de la vidéo, il s'agit d'un cours qui a été filmé par une journaliste du New York Times, Catherine Grossman, qui se posait la question justement des ajustements dans le contexte de MeToo et des ajustements de yoga. Et donc, elle s'est inscrite avec une collègue à un atelier sur les ajustements d'un professeur qui a une renommée assez importante, qui s'appelle Johnny Kest. Et donc l'atelier portait vraiment sur la question des ajustements. C'était un atelier qui s'adressait plutôt à des professeurs de yoga. Donc sur la vidéo, on peut voir Johnny Kest qui est assis à genoux sur ses talons, et il y a une élève qui est positionnée avec les fessiers sur ses cuisses et les jambes qui entourent la taille de Johnny Kest. Et en fait, Johnny Kest vient placer ses avant-bras sur les hanches de l'élève et ses mains sur le bas-ventre de l'élève pour, je cite, vérifier qu'elle respire. Et là, je fais une petite pause dans la vidéo parce que, et d'ailleurs, ça va être souligné par l'élève juste après, est-ce que vraiment on a besoin de poser ses mains sur le bas-ventre d'un élève pour voir qu'il ou elle respire? J'ai envie de dire, si votre élève est tout bleu, c'est qu'a priori, il ne respire pas. Bref, ensuite, il vient placer les chevilles de l'élève sur ses épaules. Et en fait, après, la collègue de Catherine Grossman prend la parole et elle vient dire à Johnny Kest qu'elle ne comprend pas cet ajustement, que pour elle, elle n'a jamais vu nulle part ailleurs ce type d'ajustement, et que elle-même aurait été très gênée s'il lui avait fait cet ajustement sans lui dire de quoi il s'agissait et sans lui demander son consentement. Et alors, elle est assise au sol et Johnny Kest est debout et en fait, c'est important que je vous le précise parce qu'il va répondre à la question en étant debout. Et lui, il dit, en fait, ok, ouais, mais pour moi, ça n'a pas de sens de demander son consentement parce que, en fait, moi, je fais des ajustements et parfois les gens adorent et parfois les gens, ils trouvent ça horrible. Et là, je mets aussi la vidéo en pause parce qu'il fait un geste qui est très paternaliste et complètement inutile. Il vient poser sa main sur la tête de cet élève qui vient un peu remettre en question en fait le comportement de son comportement. Et c'est un geste qui est vraiment, là aussi je trouve assez déplacé. Et donc voilà, il dit mais en fait est-ce que ça a vraiment du sens de demander le consentement des gens parce que il y a des gens qui vont avoir carrément une expérience spirituelle quand je leur fais un ajustement. Et pour d'autres, ça peut être vraiment horrible et désagréable. Mais dans le doute, moi, je vais le faire parce que finalement, c'est pas très fluide de demander son avis à l'élève. S'ensuit ensuite un débat entre les élèves de cet atelier à propos du consentement, sur les manières dont on peut demander le consentement. Il s'agit, comme dans beaucoup de cours de yoga, il n'y a que des femmes dans ce cours. Donc le seul homme, c'est Johnny Kest, c'est le prof. Et ça, c'est aussi, je pense, très important de le souligner parce que c'est une configuration qui est quasi, pas la norme, mais qui est qu'on voit très souvent dans les cours de yoga, c'est-à-dire que les élèves sont en grande majorité des femmes et il y a beaucoup de professeurs qui sont des hommes. Et je pense que ça rajoute, il y a une problématique supplémentaire là-dedans. En fait, clairement, quand on est prof de yoga, on est face à des corps. Alors,
c'est pas que des corps évidemment, mais on est face à des êtres humains qui viennent dans une forme de vulnérabilité du corps en fait. Non seulement on a beaucoup d'élèves quand même qui viennent au yoga déjà dans une forme de vulnérabilité parce que il y a beaucoup d'élèves qui viennent au yoga parce que ils traversent des souffrances, soit des souffrances physiques, soit des souffrances psychologiques. On vient rarement au yoga par hasard, mais ce qui fait que déjà on a déjà une population qui est peut-être déjà de base un peu plus vulnérable que la moyenne. En fait, on va avoir un rapport au corps quasi direct en fait, alors qu'on n'a aucune... pour être prof de yoga, il n'y a pas besoin de faire d'études ou de faire une formation spécifique, et pourtant ça nous donne un accès au corps des gens, comme un kiné pourrait en avoir, ou un ostéo, ou un médecin, etc. Alors voilà, peut-être pas aussi de manière aussi poussée, mais quand même. Et donc, je pense que ça nous donne vraiment une responsabilité accrue, une responsabilité hyper importante. De ce fait, il est fondamental, quand on est prof de yoga, de se poser la question de nos intentions quand on ajuste des élèves avec nos mains. Je pense qu'il y a beaucoup d'ajustements qui ne sont absolument pas nécessaires. On peut ajuster plein de choses avec la voix, déjà, et moi c'est ce que je fais, j'ajuste très peu avec les mains. Après, je pense qu'il y a des ajustements qui peuvent vraiment être généreux, qui peuvent être dans quelque chose où on va vraiment essayer de faire sentir quelque chose à l'élève qui serait difficile de transmettre avec la voix. Il y en a quelques-uns des ajustements comme ça, mais on peut très bien demander le consentement des élèves ou de l'élève avant, d'une manière ou d'une autre, de manière très fluide en fait. Moi je vois, il y a certains ajustements que je trouve... Il y en a un que je trouve vraiment intéressant, mais que je trouve un peu touchy, parce que je vais venir placer ma main sur la hanche de l'élève. Et à partir du moment où je place mes mains sur le ventre ou sur les hanches de l'élève, ou près de la poitrine, c'est quand même des zones qui sont très sensibles. Et du coup, à ce moment-là, en général, ce que je vais essayer de faire, je vais essayer d'y penser, c'est est-ce que je peux poser ma main à cet endroit ? Est-ce que c'est OK ? Bon, quand il s'agit de rectifier la position d'une main, parce que parfois je vois mes élèves, ils sont tout crispés comme ça, ils ont leur poignet tout comme ça, et juste je viens faire... Bon, bah pour moi là, c'est pas un mouvement où il y a qui peut prêter à confusion, etc. Je pense que c'est vraiment une question aussi de dosage et de sensibilité. Quand j'étais jeune prof, j'avais pour habitude de faire de petits massages à mes élèves quand ils étaient en Shavasana, en relaxation. Or, j'ai fini par me dire, mais pourquoi je fais ça ? Alors, franchement, je sais qu'il y avait beaucoup d'élèves qui aimaient beaucoup parce que il y a des petits trucs hyper agréables, enfin bref, un petit massage du front et tout. Mais il y a un moment, je me suis dit, en fait, je crois que je fais ça pour que mes élèves, ils m'aiment. Et je me dis, mon intention, elle n'est pas la bonne, en fait. Parce que je fais ça pour moi. Quelque part, je fais pas ça pour eux. Je suis pas là en train de les aider. Et du coup, j'ai arrêté de le faire. Ou alors, je le fais vraiment dans un contexte bien spécifique. Quand je fais des retraites féminins sacrés ou des choses comme ça, où j'ai vraiment... Il y a un truc où je me dis, ben là, en fait, j'ai envie de chouchouter mes élèves. Que vraiment... elles sentent que je prends soin d'elles et que... Enfin, voilà. Et d'ailleurs, je suis maintenant assez mal à l'aise de le faire à des hommes parce qu'en plus, je faisais un petit truc avec le bassin et tout. Bref. Mais ce que je fais maintenant systématiquement, si je fais ça, c'est que je demande aux élèves de placer leurs mains sur le ventre si ils ou elles ne souhaitent pas recevoir ce petit massage de Shavasana. Voilà. Donc, en fait, on peut trouver plein de techniques pour avoir le consentement des élèves. Et je pense que c'est vraiment important de le faire. Et aussi de bien se rendre compte que, voilà, après, ça dépend de la relation qu'on a avec ses élèves. Quand on a des élèves, ça fait 5 ans qu'ils viennent. Mais en même temps, parfois, il y a des moments où on peut être OK d'être ajusté pendant 5 ans. Et puis, un beau jour, en fait, parce que pour X ou Y raison, eh ben, on n'a pas envie. Et donc, le consentement, c'est quelque chose qui peut être retiré à tout moment. Voilà, je vous apprends rien, etc. Donc, je pense que c'est des petites choses qu'on peut faire et qu'il faut faire en fait en tant que prof de yoga. Et ça doit être encore plus présent si vous êtes un homme qui enseigne, parce que, une fois de plus, vous êtes un homme qui a accès quelque part, je mets des guillemets, mais qui a accès à des corps de femmes qui sont parfois vulnérables. Et la position même de yoga peut parfois être une vulnérabilité, parce qu'on est dans une position complètement un peu loufoque et machin. Donc, double responsabilité quand on est un homme. Et il y a aussi la question du rapport qu'on a de domination par rapport à nos élèves. Est-ce que finalement on est dans un rapport
horizontal ou est-ce qu'il y a un espèce de truc où en fait on se présente, moi je sais et je sais mieux, voilà, je sais mieux que toi ce qui se passe dans ton corps, etc. Moi, c'est une attitude que j'espère ne pas avoir dans mes cours et que j'essaie de vraiment cultiver cette relation plus horizontale, même si je viens pour partager toute mon expérience qui commence à être un peu important. Enfin, voilà, ça fait quand même très longtemps que je pratique le yoga et que je l'enseigne. Donc, j'espère quand même apporter quelque chose à mes élèves, mais j'essaye de le faire d'une manière la plus horizontale possible. Et rien que le fait, par exemple, de se positionner en cercle dans la salle de yoga, plutôt que moi devant les élèves, je trouve que déjà, on vient instaurer une énergie qui est très différente. Et je pense que c'est important aussi de garder cette humilité-là quand on est professeur de yoga. Et une fois de plus, je ne suis pas en train de dire que je suis un exemple ou quoi, mais au moins de réfléchir à notre rapport à ça. En tant qu'élève, justement, vous avez vraiment... c'est très important que vous restiez vigilant et vigilante par rapport à vos enseignants et à pas les glorifier, les mystifier, les placer sur un piédestal parce que ce sont des êtres vivants comme vous et moi et qui sont tout autant en chemin. Peut-être qu'en tant que prof, on a certaines connaissances que vous n'avez pas, mais ça ne veut pas dire qu'on est des meilleurs êtres vivants que vous. Ça ne veut pas dire qu'on est des bodhisattvas, des incarnations du Bouddha et qu'on a atteint le nirvana. Non. En fait, on est tout autant en chemin que vous. Et donc, en tant qu'élève, il ne faut vraiment pas hésiter si vous avez un prof ou une prof qui vous ajuste et que vous trouvez que c'est déplacé ou que ça vous a fait mal ou que vous n'avez pas compris pourquoi en fait il y avait cet ajustement qui était fait, allez voir votre prof et parlez-lui-en. Et la réponse que votre prof va vous donner vous mettra tout de suite sur la piste de quel type d'ajustement c'est. C'est vraiment important de se questionner sur ce rapport éventuel de domination entre prof et élève, sur notre rapport à notre corps et en fait à la vulnérabilité de notre corps quand il est dans un cours de yoga et sur la question du consentement. Voilà, je laisse le débat ouvert plus ou moins sur ces questions. En tout cas, je vous laisse, n'hésitez pas à continuer d'en débattre dans les commentaires de cette vidéo, toujours évidemment avec respect et bienveillance. Et en attendant, eh bien, vous pouvez toujours liker cette vidéo, vous abonner à ma chaîne YouTube et ou me soutenir financièrement sur Tipeee si vous trouvez que le contenu que je vous propose, eh bien, vous est utile. Voilà, on se retrouve très vite pour un nouveau cours de yoga ou une nouvelle vidéo sur un sujet brûlant. Allez, ciao!